Ok, salut. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une analyse de Game Workshop. Donc, Game Workshop, déjà, qu'est-ce que c'est? Première étape, Game Workshop. Donc, j'espère que vous allez bien aussi. Voilà, quoi, comme d'hab, quoi. Ah merde, l'action, elle a augmenté. Je vais pas pouvoir en acheter d'autres. Ouais, donc voilà. En fait, c'est une sorte de magasin. À la base, c'est un magasin. Et genre, ils vendent des figurines comme ça, en fait, voilà. Il s'appelle, en fait, c'est à la base des bases, hein, c'est pour jouer en fait, vous voyez, il y a des espèces de trucs comme ça, des miniatures, en gros, que tu vas peindre, tu vas assembler, tu vas coller, tu vas peindre, et ensuite, tu vas les faire une sorte de combat entre, par exemple, avec d'autres personnes, et ça va faire tu vas faire des combats avec des dés et tout, comme si c'était un jeu, quoi, pour décider qui va gagner, etc., etc. Donc ça, c'est leur business principal. Et genre, moi, je pense que... Je vais arrêter de dire genre, j'aime pas du tout genre. Je pense que leur business va potentiellement, avec le temps, disparaître pour laisser place à quelque chose de plus technologique, en fait. Parce que on va le voir que ils ont, en fait, ce qui est leur force, en fait, leur avantage compétitif, c'est le fait qu'ils ont des univers, en fait. Moi, c'est ça leur principal avantage compétitif. Et je trouve que c'est un avantage extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des univers que personne n'a créé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des histoires derrière, un lore qu'on appelle un lore, c'est-à-dire une histoire d'ensemble pour l'univers, quoi. Donc il y a plusieurs trucs, il y a genre ils sont un peu, à la base ils sont plutôt dans la fantasy. Et donc voilà, je vous montre un peu. Fantasy. Bon, je vais pas vous résumer l'histoire du truc parce que on en aura pour 3 heures, de l'histoire de l'univers et tout ça. Mais je pense que c'est une histoire qui n'a... Moi je pense que ça n'a pas vraiment ou très peu d'égal. Ça c'est l'univers un peu, on va dire, science-fiction. Il y a une partie science-fiction et une partie, euh, on va dire, comment dire, fantasy, heroic fantasy, quoi. On appelle ça comme ça. Vous voyez, c'est des trucs vraiment très qualitatifs, des produits très qualitatifs. Ils augmentent un peu le prix. Ils peuvent vendre à des prix supérieurs parce qu'ils ont des prix qualitatifs, enfin des produits qualitatifs. Et après, ils sont aussi dans le Seigneur des Anneaux ils font aussi des miniatures pour le Seigneur des Anneaux. Ça marche un peu pareil. C'est un peu la même chose, mais c'est en beaucoup moins cher que l'univers Warhammer. Et d'ailleurs, ça leur a permis à un moment de faire énormément de bénéfices avec ça. Donc, moi, je suis un fan du Seigneur des Anneaux, donc voilà, j'aime bien, quoi. Et après, ils vendent aussi des espèces de... Enfin, pas des espèces, ils vendent des livres en rapport avec ça, justement, comme des sortes de bibles pour expliquer l'univers et tout ça. Donc, vous voyez, c'est très, très long, très détaillé. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de concurrents. On va analyser ça après, qui soit à la hauteur de cette entreprise. Même si ça veut pas dire qu'il y en aura jamais. Après, ils font aussi... Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils ont aussi des magasins, en fait, parce que c'est... En fait, ils ont des magasins qui leur appartiennent. Bon, on va détailler ça un peu plus tard, mais ils ont des magasins qui leur appartiennent, des magasins qui leur appartiennent pas, et ils vendent aussi, par exemple, d'autres produits dans leur boutique. Par exemple, des jeux de plateau, tout ça. Donc maintenant, on va détailler un peu pourquoi j'ai acheté. Bah là, je vous explique un peu en gros ce que c'est, quoi. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que avec ces univers, ils peuvent les monétiser autrement. Donc par exemple en créant des jeux vidéo avec, enfin c'est pas eux qui créent, mais ils vont comment on dit, ils vont payer quelqu'un d'autre en gros pour qu'il le fasse pour eux et ils vont partager les profits, quoi. Par exemple, s'ils font un jeu vidéo, ils vont faire appel à une boîte de développement de jeux vidéo qui va développer un jeu en rapport avec leur univers et après cette boîte va leur verser des royalties, quoi. Première chose, est-ce que analyse du management. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance au management? Pour savoir ça, pour savoir si on peut faire confiance, il faut que le management il fasse les choses plutôt par passion que par argent. Donc, le management, il y a par exemple Kevin Rountree qui... Kevin Rountree, en fait, pour vous donner une idée,
Là, on va aller sur... C'est quelqu'un qui a toujours été dans l'entreprise depuis longtemps. Et en gros, pour vous donner une idée, il est arrivé à peu près en 2016. Il est arrivé en 2016 et là on est en 2022, donc il a multiplié le revenu environ par 3,8, je dirais, en 5 ans. Il a multiplié les profits par 1, 2, 16 fois 2, 32, par à peu près 3. Donc il a fait du bon travail, là vous pouvez voir sur les chiffres. L'action a été multipliée, je crois, par environ 10 si on regarde depuis 2015. Ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais quand on voit avec les bénéfices, les profits et tout, là, ça veut dire que bon, on va dire en 6 ans, en 7 ans, je pense, il a fait du bon travail, quoi. Il a augmenté les bénéfices de foule et tout ça. Donc c'était à 500, c'est à 7400, donc ça a été multiplié par 14, je crois, à peu près 14-15, le prix de l'action. Donc ça veut pas tout dire, mais quand on voit que les bénéfices, les revenus, les marges, tout a augmenté, on peut se dire que le mec a quand même fait du bon boulot. Donc c'est une bonne chose pour le CEO, quoi, et le management. Ça veut dire qu'ils ont fait du bon travail, si je puis dire. Ça veut pas dire que ça va tout le temps rester comme ça, mais déjà c'est un indicatif. Je préfère quelqu'un qui a fait du bon travail que quelqu'un qui n'a pas fait du bon travail, quoi. Logique. Donc il a fait du bon travail. Maintenant, les points négatifs, c'est qu'il ne dispose pas de beaucoup d'actions. C'est-à-dire qu'il doit disposer de moins de 2%, même de 1% de toutes les actions. Moi, j'aime bien quand le management il a beaucoup d'actions, comme ça, il est impliqué dans. C'est un peu comme vous, quoi. Il va vous avantager vu qu'il c'est un actionnaire comme vous, quoi. Donc, ça, j'aime bien. Bon, là, malheureusement, ce n'est pas un bon. Enfin, c'est pas un bon. Il n'a pas beaucoup d'actions, quoi. Bon, là, on peut aller après sur le site ici, que j'ai. Ici, si je clique, est-ce que ça me. Ouais, ça me clique pas, ok. Je sais pas si ça va marcher parce que j'avais pris un abonnement pour quelques jours. Donc peut-être que je suis plus abonné, mais on pouvait voir le nombre d'actions disposées par la personne. Ah, non, c'est un autre site, je crois, mais bref. Voilà, là on voit Kevin Derek Roundtree. Donc là, sur ce site, on voit ses achats et ses ventes d'actions. Ah ouais, on peut voir plus. J'avais cliqué sur plus. Bon, en gros, grâce à ce site, on peut déterminer les achats et les ventes d'actions, comme pour voir s'il n'y a pas de vente énorme récemment. Ça pourrait être un peu négatif. On pourrait dire peut-être qu'il a une information négative. En gros, ce qui est bien, c'est en général quand ils acquièrent beaucoup d'actions, quand ils achètent beaucoup d'actions, les dirigeants, les gens qui font partie du management. Et là, sur les informations que j'ai collectées, on peut voir qu'il a vendu environ une grosse quantité d'actions en 2018 pour 720 000 dollars, je pense. Et il en a acheté depuis 2018 pour environ 500 000 dollars. Et il en a acheté pour 420 000 en août au prix de 117 GBP au moment où c'était le plus cher. Bon, là c'est en gros, il a acheté. Là, on se dit, les mecs du management ont toujours des informations. Il y a des gens qui disent ça, qui ont des informations de malades, c'est les meilleurs. Mais le mec, il a acheté au plus haut. Donc, s'ils avaient forcément des informations de malades. Bon, bref, en gros, il n'a pas énormément d'actions, mais il en a. J'ai calculé, il a environ 8. Son salaire, je crois, est de 1 million quelque chose par an, ce qui est un salaire à peu près décent par rapport aux autres dans la même industrie. Et il a environ 8 années de salaire en action, donc c'est pas mal. C'est pas énorme, je préférais qu'il en ait plus, mais c'est pas grave. Ouais, environ 5 millions d'euros, et moi j'ai dit qu'il a eu 8 années de salaire. Peut-être que c'était. Bon, c'est approximatif, mais c'est pour garder en tête comment le mec il est impliqué dans l'entreprise, quoi. Moi j'aime bien. S'il avait 0 action, ça serait. Là j'aimerais bien qu'il en ait plus, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, quoi. Et là par exemple, vous pouvez voir les sites sur lesquels j'ai trouvé ces informations.
Donc là, c'est le site où on a vu où il a acheté des trucs, enfin des actions avant, quand il les a achetées. Je suis sur un autre site et on peut voir qu'il a acheté, là c'est sur les 12 derniers mois, il en a acheté, il a fait que acheter des actions. On voit aussi les autres insiders, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'entreprise et dans le management, ils ont fait que acheter des actions récemment. Là, on voit aussi ce qui est intéressant, la constitution, enfin le nombre de... En gros, c'est-à-dire sur toutes les actions, il y en a 93% qui sont détenues par des institutionnels, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup de... Par exemple, des gros fonds d'investissement et tout ça. En général, on veut éviter ce genre de choses, mais parce que si les institutionnels ne sont pas investis, et que vous investissez, et qu'après eux ils investissent, bah, ils vont faire monter le prix de l'action automatiquement. Donc nous on préfère qu'ils ne soient pas dedans, mais bon, là 93% des institutionnels sont dedans, et le public dispose de 6%, et on voit que les insiders disposent d'à peu près 0,07%. On voit les top shareholders, ceux qui ont le plus d'actions et tout ça. Bon bref. Donc en gros là, nous on aimerait bien que les insiders soient moins dedans, mais ils y sont. C'est pas vraiment très important. Le plus important c'est ce que le management est dévoué. Donc là-dessus, on sait pas. Enfin, j'ai regardé beaucoup, j'ai cherché partout sur internet, j'ai pas trouvé beaucoup d'endroits où il parlait. C'est un CEO vraiment très réservé qui parle presque jamais. Donc j'ai pas pu me baser vraiment sur ce qu'il disait, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime pas trop avoir des actions. Bon, il en a pas mal aussi, mais il a pas envie d'être non plus un super actionnaire, il a envie d'être diversifié. Bon, et jusqu'à maintenant, il a fait du bon travail, donc on peut supposer que ça va continuer comme ça. Même de l'excellent travail, il n'y a personne qui a fait un travail comme lui jusqu'à présent. Donc, quant à sa qualité en tant que CEO, on peut dire qu'il est performant. Quant à son honnêteté, il n'a pas vraiment fait d'erreur. Ce que j'ai bien aimé à un moment, c'est que dans les rapports annuels, il dit, enfin, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas trahi son honnêteté, quoi. À un moment dans le rapport annuel, il dit qu'il a fait une erreur en Chine. En fait, il a, avec les magasins, je pense qu'il parle du fait qu'il a trop développé ses magasins là-bas et qu'il a commis une erreur là-bas. Donc j'aime bien quand les CEO et tout ça, ils disent qu'ils ont commis des erreurs parce que ça permet de voir qu'ils sont honnêtes, quoi. S'ils disent j'ai tout fait parfaitement et tout. Bon, après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de très... qui ne parle pas beaucoup. Donc voilà. Donc en gros, sur le CEO, on n'est pas, sur le management, on n'est pas sûr vraiment de leur honnêteté, mais je pense être plutôt positif sur leur honnêteté parce qu'ils ont fait du bon travail pour les actionnaires jusqu'à présent. Et ils sont un peu, ils achètent des actions, ils sont impliqués, bien qu'ils n'en aient pas des masses d'actions, mais c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on peut plus ou moins leur faire confiance, je dirais à 80%. Même, ouais, 80%, on peut leur faire confiance. Donc si vous avez le moindre doute sur le management, n'investissez pas dans l'entreprise. Bon, là après, j'ai fait un autre calcul pour savoir un peu des choses sur l'entreprise. Donc là, on veut essayer de savoir, en fait, les entreprises qui performent le mieux, c'est des entreprises qui ont besoin de très peu de réinvestir leur capital pour générer plus de profit. Donc pour cela, j'ai fait, on peut faire un calcul qui en fait va consister à diviser les bénéfices avant les taxes par l'argent qui est généré, ce qu'on appelle le net working capital. C'est l'argent qui est généré par an, donc l'année dernière, et ensuite on va additionner à ça ce qu'on appelle PNP, c'est-à-dire tout ce qui va être tangible. Donc ça va être les usines, les propriétés, les équipements. Et donc on va diviser par ça. Et ce qu'il faut, c'est avoir un rendement de 20% ou plus. Donc là, on a ce qu'il faut faire. Donc on peut prendre je me suis basé sur ce que dit l'investisseur attends, comment il s'appelle? Je sais plus, mais il s'appelle Thornlikes et il a écrit un livre que j'avais lu. Et en gros, on va prendre l'EBITDA, on va retirer les taxes. Bon, il y a un autre investisseur qui prend l'EBIT, et je pense que l'EBIT
c'est mieux. Donc j'ai pris les bits, c'est l'earning, le bénéfice avant les taxes. Ensuite on réduit les taxes et on divise par le working capital, c'est-à-dire l'argent généré, disponible par an, auquel on va additionner tout ce qui est les actifs tangibles du style usine et équipement et tout ça. Ça va nous donner en gros là il appelle Return on Tangible Capital. Donc c'est le retour sur investissement par rapport au capital tangible du style usine, tout ce qu'on peut toucher, quoi. Et en gros ça permet de savoir si l'entreprise elle a besoin de réinvestir pour générer plus de profit, en gros. Donc en gros, une entreprise qui va avoir un pourcentage élevé, ça veut dire que ça va être une entreprise qui n'a pas besoin de réinvestir énormément d'argent pour garder des profits stables ou augmenter légèrement ses profits, en gros. En gros, tout l'argent qu'ils réinvestissent, ça va augmenter leur croissance. C'est ça que ça signifie. Donc j'ai fait le calcul et là on arrive à des chiffres vraiment très très bons. Aux alentours de, je pense qu'on peut dire 70% de moyenne, en 2022 70%, en 2021 70%. Donc à titre d'exemple, par exemple, j'ai fait le calcul pour Renault, donc j'obtiens 23%, et pour Danone j'obtiens 47%, mais ça c'était avec les EBITDA, donc avec les bits ça doit être encore inférieur. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec les autres entreprises que je vous ai montré, avec Renault, Danone et tout. Donc moi je recherche des entreprises comme ça qui ont un retour sur capitaux tangibles. J'essaie de traduire en français, mais qui soit élevé, c'est-à-dire un bon retour sur investissement, quoi. Donc là par exemple on peut voir sur ce site aussi le retour sur le capital investi, qui est, vous pouvez comparer aux autres entreprises qui existent. C'est vraiment incroyable au niveau des chiffres, on est vraiment à des niveaux incroyables, et il a toujours réussi à augmenter ses chiffres, augmenter ses profits, le bénéfice par action augmenter, tout ça. Donc là-dessus je pense que c'est une entreprise avec un bon qui peut augmenter ses prix facilement et qui n'a pas besoin de réinvestir énormément de profits, donc qui peut redistribuer ses profits aux actionnaires ou les réinvestir dans la croissance. Donc maintenant on va analyser autre chose. Donc on va analyser, on va essayer un peu de deviner la croissance potentielle future que cette entreprise pourrait avoir. Donc il y a beaucoup de possibilités d'extension, donc dans le dessin animé, dans les jeux vidéo, le licensing, c'est-à-dire le fait que les autres entreprises... attends, une fois pour toutes, je vais chercher comment on dit en français, parce que là, ça me saoule. Ah, c'est pas ça. Traduction, elle est pas bonne. Bon, en gros, c'est pour les licences que les autres vont leur payer pour pouvoir utiliser leur propriété intellectuelle. C'est-à-dire tout ce qui est marque, tout ce qui est leur univers. Enfin, une entreprise va utiliser leur univers pour vendre, je sais pas moi, des jeux vidéo et tout ça. Du coup, là-dessus, il y a une possibilité d'expansion encore dans le jeu vidéo, je pense. Mais on va voir que les possibilités d'expansion, elles sont globalement pas que là-dedans. Donc là, on voit, par exemple, j'ai mis ici, là, donc les revenus liés aux licences depuis 2013. J'ai tiré ça des rapports annuels et tout ça, j'ai mis les chiffres. Donc là, on voit, ça c'est la croissance ici, et ça, on voit les revenus ici. Donc on voit qu'on est passé de 1,5 à 28, donc c'est en millions. Donc c'est pas mal du tout. On voit que la 300%, 25%, 28%, 17%, on voit en moyenne, on peut environ... ah oui, ça, je disais pas, mais j'ai fait le calcul après sur un tableau. Donc en gros, on peut avoir une croissance à 50% pendant 5 ans et à peu près, disons, 30% après. Donc ça, c'est le cas normal. Surtout qu'ils sont pas vraiment... il y a encore de la place pour de la croissance, c'est pas comme s'ils étaient complètement saturés dans un marché, quoi. Donc on peut voir... là, on peut voir aussi qu'il y a une possibilité d'expansion dans plusieurs autres pays. Donc l'Asie, l'Australie... bon, en gros,
il y a une on va voir ça après, mais il y a une possibilité d'expansion à peu près partout, sauf peut-être au Royaume-Uni, donc où ça pourrait être un marché saturé. Donc j'ai regardé le nombre de boutiques et tout ça. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que le marché est saturé? Donc est-ce que la croissance va diminuer parce que au bout d'un moment on arrive à la saturation, quoi. Donc potentiellement, là on peut voir sur les chiffres que le marché il peut être saturé en Europe, enfin en Europe, aux États-Unis, on peut se dire ça, mais, mais qui n'est certainement pas saturé ailleurs en vue des chiffres. Après, est-ce que ils vont arriver à pénétrer le marché, c'est une autre question, mais on voit que pour les marchés qui ont été pénétrés, peut-être que c'est en saturation, on va analyser après. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que la croissance va augmenter dans les autres pays, en Asie et tout ça? Et donc pour déterminer la saturation du marché, on peut regarder le nombre de boutiques et comparer par rapport aux autres pays, par rapport au nombre d'habitants, à la population, etc. Donc par exemple, la population aux États-Unis est de 330 millions. Bon, j'ai pas tenu compte de la croissance dans le futur hein, de la population, mais ça reste des chiffres justement plutôt péjoratifs que amélioratifs. On va essayer de rester plutôt négatif pour se donner une marge. Donc là, on peut voir que la population aux États-Unis elle est de 330 millions. Donc pour 16,5 millions d'utilisateurs. Donc par exemple, si on considère que le potentiel maximum de l'incrustation dans le marché américain est de 5%, parce que ça reste un truc de niche, même si voilà quoi. Donc là, si par exemple on estime qu'on peut gagner environ 10, bon c'est en pounds, mais 10 dollars, c'est, enfin 10 pounds, j'ai mis en pounds, par personne, bah on peut voir qu'ils ont ils peuvent arriver à un revenu de 161 millions par an avec ces chiffres. Donc maintenant, si on considère que chaque personne qui utilise les produits de cette entreprise peut verser jusqu'à 30 pounds par an, on peut arriver à 495 millions de dollars, de pounds. Et pour 70 pounds par personne, on arrive à 1320 millions. Donc en gros, là, moi je pense qu'on peut déterminer que pour le marché des États-Unis, on peut faire entre 600 millions et 1200 millions de pounds par an. Or là, on peut voir que sur le tableau, là c'est leur chiffre, l'argent qu'ils font, enfin leur vente quoi, totale. Donc là, c'est pas leur bénéfice, hein, c'est leur vente totale, mais là j'ai comparé avec aussi les ventes totales possibles. Donc là, par exemple, on peut voir qu'aux États-Unis, ils sont à 85, à peu près 85 millions, plus 30, on est à peu près à 130 millions de revenus. Donc là, moi, étant donné que j'ai fait le calcul, et donc là, actuellement, aux États-Unis, ils font 130 millions de revenus grâce aux États-Unis. Et on peut voir que bon, là, ça tient juste en compte ça tient juste en compte les revenus des ventes, mais pas des licences en fait. Donc les ventes dans trade, ça veut dire les ventes qui sont faites par exemple, quelqu'un on va utiliser leur marque, vendre leurs produits, mais la boutique ne leur appartient pas directement. Et on peut voir que ça s'appelle trade. Et après, retail, c'est les boutiques que eux ils contrôlent directement. Et online, c'est les ventes en ligne qu'ils ont effectuées en ligne. Et là, on a fait le calcul et on arrive à peu près 130 millions 130 millions de revenus actuels aux États-Unis, et on peut voir que la saturation du marché, selon moi, elle est entre 600 millions et 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions, c'est quand même élevé, mais je pense qu'on peut dire entre 600 et 1 milliard. Et 1 milliard. Donc, voir si on prend le plus faible, par exemple 600 millions, et là on est à 130 millions, on voit qu'il y a une marge à peu près, ça peut être multiplié par 5, donc il y a toujours de la place pour la croissance aux États-Unis, et c'est un marché qui a déjà été pénétré. Donc le marché n'est pas saturé aux États-Unis. En Europe, si on prend l'Europe sans l'Angleterre, on est à peu près à 746 millions d'habitants. Bon, on peut prendre disons 500 millions d'habitants parce que
enfin on va réduire parce qu'il y a beaucoup de cultures en Europe différentes, donc on sait pas, c'est pas un seul pays l'Europe, donc pour pénétrer un marché comme celui-là, je pense que ça doit être plus compliqué que de pénétrer un marché comme les États-Unis. Bon, si là actuellement en Europe ils font environ 74 millions de pounds de revenus, donc sur 500 millions on voit clairement d'habitants, on voit clairement que bah, le marché n'est pas saturé quoi. Parce que si on, enfin c'est encore mieux que les États-Unis. Aux États-Unis, t'as quoi? On avait fait le calcul, il y avait il y a pas 300 millions d'habitants aux États-Unis? Et voilà, il y a 330 millions d'habitants. Alors qu'en Europe, il y en a, on va dire le double. Et ils font un revenu de 130 millions, je pense. 130 millions, ouais, ils font à peu près 130 millions de revenus, donc pour 300 millions d'habitants. Et là, on voit qu'en Europe, il y a 700 millions et ils font 74 millions de revenus. Donc on voit que le marché n'est pas saturé non plus en Europe, ça saute aux yeux. On peut comparer aussi à l'Angleterre aussi. Donc j'ai fait le calcul pour l'Angleterre, on a une population de 67 millions d'habitants. Par exemple, si on considère qu'il n'y a que 5% des gens qui peuvent utiliser leurs produits, en Angleterre on a 3 millions. Leurs revenus actuels sont de 75 millions en Angleterre. Donc si on multiplie le nombre d'habitants par 20, on arrive à 20, c'est-à-dire imaginons que chaque habitant peut consommer jusqu'à 20 pounds par an de ces produits-là. On arrive à 60 millions. Donc potentiellement, on peut dire que l'Angleterre est proche de son niveau de saturation parce que là, j'ai pris 5% de la population anglaise qui vaut 3 millions d'habitants. Et on se dit, bon, là, ce que j'ai pris, on va dire, c'est les consommateurs max qu'il peut y avoir. Et on voit que si chaque consommateur dépense 20 pounds par an, on arrive à 60 millions. Et là, le revenu en Angleterre, hors licence et tout ça, est de 75 millions. Donc, on peut dire que l'Angleterre est proche de son niveau de saturation, je pense. Et c'est aussi intéressant de voir qu'en Angleterre, le niveau de saturation est environ égal à la population. Donc, la population est de 67 millions et le revenu maximum que peut faire l'entreprise est de 60 millions, donc c'est à peu près égal en gros. Donc là, si on compare aux États-Unis, la population est de 300 millions, donc on peut se dire que leur niveau de saturation de revenus va arriver à 300 millions environ, ou peut-être plus, mais parce qu'ils sont plus riches. Mais donc on voit qu'il y a une marge de 50% à peu près aux États-Unis, voire peut-être plus, je pense. Et en Europe, il y a une marge beaucoup plus importante parce qu'on est à la population européenne est de 600 millions et les revenus en Europe sont de 74 millions. Donc il y a une marge importante. Donc ce qui est sûr, c'est que le marché européen n'est pas saturé. Le marché des États-Unis est, on peut dire, saturé à 40%, 50%, mais le marché en Angleterre est saturé, commence à être saturé. Donc je pense que la croissance en Angleterre va stagner, quoi. Donc après, j'ai fait le calcul, je vous épargne tout ça, mais avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on arrive aussi à peu près à une saturation à niveau de 50%, donc il y a encore de la place pour de la croissance. Donc là, on était sur la partie du business qui est vente de produits de miniatures, quoi, enfin leur business core, leur business principal. Donc maintenant, on va parler aussi de leur business on va parler de leur licensing. Donc là, on voit que ça a augmenté fortement. Je vous ai dit à peu près, on peut estimer une croissance d'environ 50% par an sur ces revenus-là. Bon, j'ai regardé plusieurs de leur licensing, justement. Ils ont des trucs qui marchent, des trucs qui marchent un peu moins bien. Donc là, on peut voir que dans le domaine par exemple, du jeu vidéo, ils ont lancé plusieurs jeux. Certains qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Ils ont fait... bon, on voit que globalement, ils augmentent leurs revenus. Donc, globalement, ils arrivent à générer du cash avec ces choses, quoi. Que ce soit jeux vidéo ou autre.
Donc ils peuvent potentiellement croître dans le dessin animé aussi. On voit que, d'ailleurs, j'ai pas montré, mais sur leur site, ils ont un espace membre en fait où chacun peut payer mensuellement pour accéder à un contenu supplémentaire. Donc ça va être c'est un peu comme Disney+, mais en mode Game Workshop quoi. Ils vont avoir des dessins animés ou des trucs exclusifs. En fait, c'est pour vraiment les fans, les top fans de cette entreprise. Donc là après, moi bien évidemment, je pense que leurs histoires, leur univers est j'ai analysé la concurrence, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis dans ce document. Je ne l'ai pas mis dans ce document, mais j'ai analysé la concurrence et j'ai pas trouvé de concurrence en fait dans leur domaine. Franchement, je vous assure, j'ai cherché partout. Et comme je vous l'ai dit, je pense que leur univers, leur marque leur procure un avantage compétitif durable. Et ils essayent toujours d'améliorer leurs produits et tout ça. Oui, donc là, j'ai fait le calcul, j'ai fait plusieurs calculs en fait. Donc là, on a les revenus liés aux licences. Donc après, je me suis dit, parce que moi en fait, il y a un obstacle principal que en fait, je pense que, enfin, un danger, un gros, non, un gros danger que l'entreprise. Et donc ce danger s'appelle l'imprimerie 3D en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils vendent des figurines comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui impriment eux-mêmes leurs figurines parce que ils considèrent, enfin, c'est trop cher, donc ils font énormément ils gardent et ils sauvent énormément d'argent en imprimant eux-mêmes les figurines. Donc, faut qu'ils achètent une imprimante 3D, qu'ils aient des fichiers et après qu'ils les impriment. Donc, je pense que ça peut être un grand danger pour l'entreprise. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pris des estimations faibles pour leur business principal qui est de fabriquer des figurines, enfin pas de fabriquer mais de vendre des figurines en kit aux gens pour qu'ils les peignent, qu'ils les fassent quoi. Putain merde, ça m'énerve parce que je pensais que j'avais mis... Ça me saoule. À chaque fois c'est pas centralisé. Bref. Oui donc du coup j'ai fait plusieurs calculs en fait, mais j'ai été plutôt négatif dans mes vues de la croissance future de leur business principal. Et plutôt positif peut-être, certains diront, moi je pense que c'est à peu près logique qu'ils continuent leur croissance comme ça leur licensing, donc dans leur licensing. Donc ce que j'ai fait, voilà, là c'est les revenus liés au licensing. J'ai fait plusieurs scénarios en fait. Donc là j'ai fait la DCF. Donc on a vu aussi que les marchés n'étaient pas saturés, donc ça c'est une bonne chose. Mais bref, j'ai fait le calcul du coup avec les bénéfices donc après taxe. Donc en gros là c'est mon scénario plutôt négatif pour l'entreprise. J'ai fait 3 scénarios, scénario négatif, scénario normal, scénario positif. D'ailleurs, ouais, non, je vais commencer par le scénario normal. Ok. Donc là-dessus, j'ai considéré que donc ça c'est ne tenez pas en compte de ce qui a marqué ici. Ça c'est en gros pour chaque scénario j'ai inclus plusieurs choses, donc leur business principal et leur licensing, et ensuite j'ai additionné pour avoir le prix global que ça vaut quoi en gros. Donc la troisième tableau c'est rien en fait. Donc ici leur business principal, là ils font 127 millions de pounds par an. Donc moi j'ai considéré qu'il y a une croissance de 10% dans les prochaines années et que au bout de 5 ans il y a une croissance négative de moins 25%. Donc pourquoi j'ai pris 10% de croissance? Parce que je sais pas si je l'ai mis là. Ah voilà, c'est ça, je l'ai mis ici. Oui, vous voyez ici en fait c'est la croissance de leur revenu hors licensing. Donc là, on voit que là 25%, 28%, 15%, 5%, 30%, 10%. Donc je me suis dit, globalement, je pense que on a essayé de moyenner un peu, vu que les marchés ne sont pas saturés non plus.
On peut dire que c'est à peu près 10%, donc dans les prochaines années. J'ai pris une moyenne basse parce que, comme je vous ai dit, il y a l'impression 3D qui arrive, donc ça peut constituer une menace. Donc c'est pour ça que j'ai pris à peu près une valeur comme ça, 10%. J'ai essayé de prendre une moyenne basse et faire un scénario à peu près, ça c'est le scénario normal. Ici, voilà, donc 10%, et ensuite 25% si on considère qu'il y a l'impression 3D qui arrive. C'est pas dégueu. Et j'ai pris un PI de 15% si on considère que, enfin de 15 si on considère que il n'y a pas de, la croissance va être, enfin on prend un PI normal quoi, un PI normal donc de 15. Et donc j'ai fait le calcul et on arrive à peu près à une valeur qui vaut 1 milliard 200 millions de pounds. Donc ça c'est juste pour leur business principal. Ensuite après j'ai fait le calcul pour leur business licensing. Donc on a vu qu'il y avait à peu près une croissance de 50%. J'ai pris moins, j'ai pris genre 35% et de 15% après de 5 à 10 ans. Donc c'est des chiffres, là j'ai été gentil sur le licensing, j'ai pas été trop... voilà, mon scénario n'était pas optimiste, quoi. Il était genre normal, voire un petit peu pessimiste, je trouve. Et donc j'ai pris ça et on fait le calcul, on arrive à 1 milliard 200 millions pour leur business principal, 1 milliard 500 millions pour leur business. D'ailleurs, si vous voulez voir comment plus de détails sur la DCF, j'ai fait une autre vidéo que je vais mettre le lien en dessous où vous pourrez voir qu'est-ce que c'est vraiment que cette technique pour calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise grâce au cash flow ou grâce aux bénéfices. Donc vous pouvez cliquer, j'ai mis un lien en dessous. Bref, on additionne les deux business différents, on arrive à 2 milliards 800 millions de pounds, la valeur de l'entreprise, quoi. Même si, moi je pense que la valeur de l'entreprise vaut plus que deux business séparés additionnés. C'est-à-dire que je pense que le business principal va renforcer le licensing et que le licensing va renforcer le business principal. Mais donc je pense que ça vaut plus, mais bon, si on arrive à une valeur normale de 2 milliards 800 millions pour l'entreprise. Bon, après j'ai pris le meilleur scénario. Attendez, c'est bizarre ça. Oui, non, c'est ça. Donc dans le meilleur scénario, je me suis dit, bon, peut-être que l'impression 3D ne va pas trop les gêner, juste ça va réduire leurs bénéfices. Surtout que là, leurs bénéfices, si on regarde dans le tableau ici, on peut voir que donc là, on est à peu près à une moyenne de 20%, on peut dire 20% les prochaines années pour le meilleur scénario. Mais moi, j'ai pris 12% parce que je considère que peut-être l'impression 3D va être une menace toujours, et 5% après. Et là, on arrive, si on fait on commence à 127 millions, on arrive à une valeur de 2 milliards 800 millions dans le meilleur scénario pour la valeur de leur business hors licensing. On fait la même chose pour le licensing où j'ai pris plutôt 40% de croissance les 5 prochaines années et 18% les années suivantes, sachant que le licensing, je vous le rappelle, on a une moyenne de croissance de 61% sur à peu près les 10 années d'avant. Donc c'est quand même, comme je vous ai dit, c'est un scénario plutôt amélioratif, mais on est en dessous de la croissance moyenne. Bon, j'aurais pu prendre les 5 dernières années, mais là on voit que c'est à peu près 50%, voire 40%. Ici j'ai pris 40% pour le licensing, et ensuite une croissance de 18% de 5 à 10 ans. On n'est pas à quelques pourcentages près, hein, c'est juste pour se donner une idée globale, comme ça on va pouvoir savoir. On essaie de toujours être un peu négatif pour se donner des marges de sécurité, mais on va voir qu'après je vais encore prendre une marge de sécurité. Donc bref, on additionne les deux, on arrive à 4 milliards 871 millions pour la valeur de l'entreprise dans le scénario positif. Et ensuite, on prend le pire scénario. Non, j'ai déjà pris le pire scénario. Non, j'ai pas pris. J'ai pas pris le pire scénario. Non, j'ai pas pris. Et ensuite, donc là, on prend le pire scénario.
Donc ici, on se dit que le pire scénario, que l'impression 3D va avoir un impact énorme, donc moins 10% de croissance sur les 5 prochaines années et moins 25% sur les 5 à 10 années. Et là, on prend ce scénario-là, sachant qu'il est vraiment très négatif, et on arrive à une valeur de 584 millions pour leur business principal, et ensuite avec le licensing, on se dit il va y avoir une croissance de 10% dans les 5 prochaines années et de 0% dans les 5 à 10 ans, sachant que là ici sachant que là on voit que c'est qu'il y a une croissance de à peu près 20%, je le répète, à peu près 20 à 30%, et une croissance de à peu près 40%. Donc c'est un scénario négatif, quoi. Parce que là on a mis 10%, enfin on a mis moins 10% au lieu de 10%, et on a mis 10% au lieu de 40%, donc c'est vraiment de croissance. Donc c'est vraiment un scénario négatif. Et après pour les pays, on a pris des pays à 15 environ, toujours. Et donc on additionne les deux, le licensing et le business principal, on arrive à une valeur de à peu près 1 milliard, donc de 982 millions pour la valeur du business. Bon, pour tous mes calculs, j'ai pris un discount rate à 10%. Et donc ensuite, après, ce que j'ai fait, donc tous ces scénarios, je les ai combinés entre eux. Donc, où est-ce que c'est ces conneries? Ici, voilà. Donc ici. Donc j'ai combiné les scénarios, donc on a pris, là tout ça c'est rien du tout, ce qui nous importe c'est ce qui est en vert ici. Donc le meilleur scénario 2 milliards 800, enfin le scénario normal 2 milliards 800, le pire scénario 4 milliards 800 et le scénario le plus négatif 982. Donc le scénario négatif, j'ai pris une probabilité de 0,2% parce que, enfin de 20% parce que c'est vraiment un scénario négatif, quoi. Il y a vraiment peu de chances que je pense qu'on arrive à là, mais j'ai pris 20% parce que on ne sait jamais, c'est ce qui m'a semblé logique. Ensuite, j'ai pris 30% pour le scénario normal, enfin le meilleur pour le meilleur scénario, et j'ai pris à peu près 50% pour le scénario normal, donc 50% de chances que que ce scénario se produise. Et ensuite, on tient compte des probabilités. On arrive à une valeur intrinsèque de 3 milliards pour l'entreprise. Donc, prenons une marge de sécurité de 20% encore, parce qu'il faut toujours avoir une marge de sécurité. Donc, avec une marge de 20%, bon, j'ai pris, on arrive à 2 milliards 400 millions, et avec une marge de sécurité de 15%, on arrive à 2 milliards 600 millions de valeur intrinsèque. Donc, ensuite, il y a juste à comparer. Bon, à l'époque, je l'avais acheté un peu moins cher, mais on voit que la capitalisation est de 2 milliards 400 millions. Donc on voit que là, actuellement, on a une Game Workshop. Voilà, ce que j'ai dit, quoi. 2 milliards 400 millions de capitalisation. Alors que nous, on voit qu'avec une marge de 20%, on est à 2 milliards 400 millions. Donc, sachant que notre valeur intrinsèque, elle est de 3 milliards. Donc on est en dessous, donc on a une marge de sécurité de 20%, donc je pense que l'action est légèrement sous-évaluée au vu de mes analyses et de l'avantage concurrentiel qu'elle représente, même avec la menace de l'impression 3D. Donc ensuite, un truc dont je n'ai pas parlé, donc ça c'est, on va dire, une analyse que j'ai faite, quoi, et qui tient compte un peu de toute l'entreprise, si je puis dire. Mais après, on peut faire d'autres analyses. Donc là, par exemple, j'ai pris plusieurs autres entreprises qui sont à peu près similaires à Game Workshop, selon moi. Enfin, qui sont dans le même domaine, quoi. Donc, on peut voir les deals effectués par Disney. Par exemple, Disney avait racheté Pixar 7,4 milliards, Marvel 4,25 milliards, et Star Wars pour 4,05 milliards. Bon, de tête avec l'inflation, l'achat de Star Wars, il est à peu près à 5 milliards, 5,7 milliards même, je pense. Donc là, on voit que le prix de l'action, il est à 2,4 milliards, donc c'est 50% moins élevé que ce que Disney a racheté Star Wars pour, enfin, que ce que a racheté Star Wars.
ils ont acheté à 5 milliards à peu près avec inflation, et là on est à 2,4 milliards. Donc on peut aussi comparer avec ça pour se dire est-ce que le prix est justifié aussi. Et après aussi, il y a plusieurs... j'avais fait une analyse sur la psychologie de pourquoi les gens... parce qu'en fait, dès que, pour une entreprise, dès que quelqu'un achète un produit, ou fait quelque chose dans la vie, en général, c'est lié à la psychologie, c'est-à-dire pourquoi on le fait en fait. J'avais noté quelque part de ça, mais je l'ai perdu, du coup je vais la rechercher tout ça. Donc en gros, ça va être les biais cognitifs de l'être humain, de pourquoi il va acheter le produit, et ce qui va l'influencer, le produit va l'influencer, et ce qui va le faire dépenser plus, ou des choses comme ça. Bref, du coup, il y a plusieurs biais qui vont affecter... voilà. Donc en gros, tendance pour les consommateurs à accorder une valeur supérieure aux produits qu'ils ont partiellement créés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un va créer un produit, donc Game Workshop ou peu importe quoi, il va en fait, ça va être un assemblage, il va l'assembler, il va le peindre, et ensuite il va être fier de son produit, et il va penser que il va accorder une importance, une valeur supérieure au produit qu'il a créé en fait. Donc ça va influencer son amour pour la marque. Donc ensuite, un point, c'est que par exemple, il va se regrouper avec d'autres personnes pour jouer à des jeux de Game Workshop, quoi. Et en gros, ça va lui permettre de socialiser et de créer une sorte de complicité avec d'autres personnes. Donc ça va créer un lien social, et en gros, il ne pourra pas arrêter de jouer à ça, parce que sinon il va perdre ses amis, entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est ça qui va renforcer aussi la marque, qui va renforcer Game Workshop, quoi. En plus, après, il y a aussi cet effet de vouloir, c'est un peu comme quelqu'un qui va acheter une voiture de luxe pour montrer à, je sais pas, son voisin que il est meilleur que l'autre parce qu'il a une voiture de luxe. Bah là, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens vont acheter le produit, vont acheter les produits les plus chers pour pouvoir dire, moi, pour pouvoir avoir aussi, ça joue comme ça, avoir une armée plus forte pour pouvoir battre ses collègues qui jouent au même jeu. Donc ça va renforcer cette compétitivité aussi, va renforcer le fait de vouloir acheter plus de produits, et aussi ça va permettre de socialiser avec les autres. Donc on peut difficilement se couper de ça, parce que on va perdre cette sociabilité. Bon, après, il y a aussi ce biais cognitif, donc avoir tendance à donner plus de valeur à un bien ou un service lorsque celui-ci est sa propriété. Donc là, c'est leur propriété, c'est leur figurine, du coup ils vont leur donner plus de valeur, et en plus ils les ont créés. Après, il y a aussi ce biais cognitif là, c'est que quand les fans, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans l'univers et tout ça, ils vont être engagés en gros dans la marque, et ils vont pas vouloir changer d'univers aussi facilement, parce que tout ce qu'ils ont acheté, tout ce qu'ils ont acquis, ils le perdront. S'ils vont chez un concurrent, par exemple, ils n'auront plus leur figurine pour pouvoir combattre, quoi. Et la majorité des gens sont déjà dans l'univers Game Workshop, c'est l'effet de réseau. S'ils veulent jouer contre d'autres personnes qui jouent à un autre jeu, ça va être plus compliqué, quoi. Ils vont devoir acheter des figurines, s'investir dans un autre univers, apprendre d'autres univers, donc ça va demander plus de travail. Chaque personne va devoir travailler plus, vont devoir travailler plus pour entrer dans un autre univers, et l'être humain n'aime pas dépenser de l'énergie. Donc l'énergie qu'ils ont déjà dépensée, ils n'ont pas envie de la perdre, et inutilement, et aussi cet effet de devoir dépenser plus d'énergie après pour aller dans un autre univers, à part s'il est mieux, mais pour l'instant, ils essayent de créer le meilleur univers possible. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en point tout ce qui expliquait le succès de Game Workshop, et c'est intéressant de garder ça à l'esprit, parce que je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête pour ça permet de garder en tête l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Par exemple, s'ils perdent un point que je vous ai dit sur les biais cognitifs là, eh bien ça va affaiblir leur avantage concurrentiel. Donc voilà, je vous ai fait l'analyse de cette entreprise, j'espère que ça vous a plu.
j'ai essayé de creuser un peu plus, d'analyser avec différents modèles comment on pourrait évaluer cette entreprise avec, par exemple, l'achat de Star Wars par Disney, et on peut comparer avec l'entreprise, la valeur de l'entreprise, sachant que Star Wars, bon, ils ont rentabilisé leur achat de... Enfin, Disney, ils ont rentabilisé leur achat de Star Wars, mais largement. Je connais pas les chiffres, mais ça saute aux yeux que c'est rentabilisé, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va voir si j'ai raison. Ah oui, peut-être intéressant de savoir à quel prix je l'ai acheté, pour ceux qui souhaitent savoir. Moi, je partage toujours mes informations là-dessus. Bon, déjà, avant de vous montrer ça, je vais vous parler des points négatifs aussi, parce qu'il faut toujours trouver des points négatifs. Donc les points négatifs que j'ai trouvé à... Oui, donc je l'ai acheté à 7495. Ok, 7495. Et là, ça vaut 7480, donc vous avez encore, vous pouvez payer encore moins cher que ce que j'ai payé, je crois. Il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai pas payé aussi des points négatifs, donc pas parler des points négatifs que je vois dans cette entreprise. Donc c'est une entreprise qui verse énormément de dividendes. On voit que là, on est à 3,48%. Donc en gros, c'est à peu près 50% de leurs bénéfices qui reversent en dividendes. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils reversent moins et qu'ils investissent plus dans la croissance. Mais donc ça, c'est un point négatif que j'ai trouvé. Après, le point négatif suivant, je vous en ai parlé, c'est le fait que le CEO ne détient pas énormément d'actions, c'est pas un, voilà, et le management non plus. Ensuite, troisième point, ah oui, l'impression 3D, le potentiel destructeur de l'impression 3D, mais j'ai tenu compte, enfin j'ai pris en compte ça dans mes calculs. Donc voilà les points négatifs. Donc là, vous pouvez, je vais utiliser une checklist que vous pouvez acquérir vous allez voir comment à la fin, vous pouvez cliquer dans le lien ci-dessous pour acquérir cette checklist. Donc, est-ce que j'ai respecté ma propre checklist? Donc, est-ce que je suis prêt à perdre l'intégralité de ce que j'ai investi? Oui. Est-ce que cette entreprise est une entreprise que je comprends? Oui, je pense. Un maximum de choses que l'on ne comprend pas dans l'entreprise. Franchement, je comprends tout. J'ai essayé de prendre... Là, en ce moment, j'essaie de prendre des entreprises le plus simple possible pour pouvoir les comprendre. Ensuite, ne pas regarder le prix. Malheureusement, j'ai dû regarder le prix parce que j'ai tapé sur Yahoo et ça affiche le prix automatiquement. Mais ma prochaine évaluation, je vais essayer de ne pas regarder le prix et de ensuite faire mon évaluation et comparer au prix. Sachant que là, mon évaluation, je l'ai fait en capitalisation et j'ai comparé avec la capitalisation et je n'avais pas regardé la capitalisation avant. Donc, on peut dire que c'est à peu près 50% réalisé cette checklist. Donc j'ai analysé les autres entreprises concurrentes, j'en ai pas trouvé des aussi puissantes, aussi incrustées avec autant d'histoire, autant de qualité. Donc voilà. C'est justement c'est ça leur avantage concurrentiel, c'est leurs histoires, leur univers qui je pense il n'y a pas mieux dans le monde. Enfin, peut-être le Seigneur des Anneaux, mais ils n'ont pas autant de... Bref. Passons, et Star Wars, mais c'est pas pareil quoi. À la limite, leur concurrent principal justement, c'est Star Wars, je crois que ça s'appelle Star Wars Légion, ils font des figurines aussi, à peu près similaires. Donc c'est ça, à la limite, leur plus grand concurrent, mais bon, c'est pas comme si c'était saturé de concurrents, et je pense qu'ils ont de la place pour croître et tout ça quoi. Donc j'ai fait la DCF, donc j'ai essayé d'estimer les futurs cash flows de l'entreprise, etc. Donc j'ai créé mon histoire de pourquoi j'achète l'entreprise en quelques mots. Je peux vous le refaire en fait. Je pense que c'est une entreprise avec un univers fort, des produits de qualité, un avantage concurrentiel fort justement pour les biais cognitifs que je vous ai transmis avant, et un bon univers qualitatif. Ils créent toujours de nouveaux produits par exemple, ils ont créé un univers de science-fiction. Le CEO est bon, il a fait du bon boulot. Il y a le marché non saturé dans la plupart des pays, enfin, dans tous les pays sauf l'Angleterre. Donc je pense que voilà, je vous ai résumé un peu mon histoire pour cette entreprise et pourquoi je pense qu'il y a un potentiel de croissance. Donc ensuite, derrière checklist, je dois avoir une période minimum de 3 ans. Donc je vais pas vendre l'action avant 3 ans, c'est bon. Et donc le management,
faut qu'il soit honnête. Donc je suis sûr à 80% de l'honnêteté du management, voire 70% peut-être. Et je ne comprends pas, la stratégie de l'entreprise, elle est à peu près claire. En gros, ils développent leur licensing, ils vendent plus dans leur licensing, ils développent leurs produits à travers le monde. Toujours la même stratégie, un peu comme si McDonald's était un endroit et après ils sont allés. Par exemple, McDonald's est à Paris et ils vont dans tous les autres. Voilà, ils augmentent leur taille, quoi. C'est simple à comprendre. Ils augmentent leur nombre de produits. Donc voilà, je vous ai résumé un peu. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Ça m'a demandé pas mal de travail. Vous pouvez trouver un lien dans la description qui vous remet à ce PDF pour avoir la checklist et la checklist complète du PDF. Vous avez juste à marquer un email en dessous et je vous envoie ça par email. Bon, c'est pas un autorépondeur, c'est un email, je vous envoie ça en direct parce qu'on est une petite communauté donc j'ai pas encore d'autorépondeur. Et bref. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez recevoir des informations que les autres personnes n'ont pas sur cette chaîne parce que je peux pas envoyer. Vous allez être des privilégiés, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Hein. Vous pouvez aimer ma vidéo, faire un commentaire sur pourquoi mon analyse est incomplète, quel truc je n'ai pas fait dans mon analyse. N'hésitez pas. Bien sûr, j'ai un site où vous pouvez accéder à des podcasts que j'ai mis, où il y a plein de choses, plein d'informations utiles sur mon site. Vous pouvez aussi y accéder dans le lien dans la description. Donc, checkez tout ça. On se retrouve pour la prochaine analyse. Ciao.